Bonjour à tous, Thierry Lebouc, Olivier Philippot. On Bonjour. va parler du projet Code Vert. On avait prévu des supports en anglais pour imaginer le futur, mais on va vous le dire en français et vous aurez les supports en anglais. Alors très rapidement, on va vous parler d'éco-conception des logiciels pour effectivement imaginer un monde meilleur dans le domaine de l'informatique et de la programmation informatique. Alors le projet Code Vert, tout d'abord qualitaire, petite structure. On est dans une logique effectivement de partenariat. On est basé à Nantes, on est créé depuis 3 ans. On est dans une logique vraiment de partenariat et d'échange avec des partenaires pour construire, effectivement, on est tout petit, donc l'idée de travailler ensemble est pour nous une vraie clé de développement. On travaille dans 3 domaines, le Green IT, principalement, avec l'éco-conception en particulier, mais au sens large, on est vraiment sur tout ce qui est lié à, je dirais, à la RSE, responsabilité sociétale des entreprises. On travaille énormément dans ce qui est l'éco-conception, bien sûr, c'est bien sûr la thématique qu'on va vous exposer. On participe par exemple à des concours d'éco-conception auprès des étudiants. On a créé un premier site avec l'association du Green Code Lab sur l'éco-conception pour mesurer la consommation des sites web en ligne, pour donner la première étiquette énergétique. Donc ça permet de sensibiliser les acteurs du numérique à ce sujet. Et on a également écrit le premier livre sur les green patterns au niveau national pour effectivement sensibiliser les développeurs. Si on essaye de voir un petit peu le constat sur l'éco-conception, aujourd'hui, l'informatique, un logiciel, on n'a pas l'impression qu'il a un déchet. Il n'y a pas de déchet d'ailleurs. C'est pas lui qu'on branche, c'est la machine. Donc effectivement, aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ce soit le logiciel qui consomme. Néanmoins, on se rend compte effectivement que aujourd'hui, les développeurs ne payent pas la facture. C'est pas eux qui règlent cette facture. Donc aujourd'hui, ils se moquent un petit peu de savoir si leur code se consomme ou pas. Il n'y a surtout pas de label, donc personne ne sait si effectivement un logiciel est meilleur qu'un autre. Pourtant, on se rend compte que l'éco-conception a un rôle vraiment majeur dans toute l'économie numérique aujourd'hui. Le logiciel, aujourd'hui, c'est celui qui provoque l'obsolescence du matériel. On se rend compte qu'effectivement, les prérequis sont de plus en plus importants. On se rend compte qu'effectivement, on est obligé de changer son matériel pour adapter le logiciel. On se rend compte aussi qu'il est dépenseur d'énergie. C'est bien lui qui consomme de l'énergie et pas le matériel. Le matériel, bien sûr, est branché, mais c'est bien le logiciel qui consomme. Et on se rend compte qu'effectivement, comme l'énergie va devenir rare et chère, on va se retrouver dans des problématiques avec un numérique qui explose de par le monde. On parle de big data, on parle de cloud, on parle effectivement de beaucoup de sujets dans le numérique. Ça explose, et effectivement derrière, si on n'a pas cette conscience de la consommation, on s'expose à de gros soucis. On est aussi sur une logique où l'éco-conception va apporter de la performance, va apporter aussi des grands principes dans les systèmes contraints, puisque effectivement ils doivent être économes de ressources, donc ça peut être effectivement intéresser les systèmes contraints. Et on va aussi rendre une responsabilité intéressante aux développeurs. Le développeur doit se sentir investi aussi d'une mission en termes de responsabilité sociétale. Notre objectif dans Code Vert, l'objectif principal, c'est de créer un logiciel qui va être capable de détecter les objets surconsommants dans les programmes informatiques. À partir de là, effectivement, le chef de projet pourra dire « je vais effectivement agir pour pouvoir faire en sorte que mon logiciel soit moins consommateur » et donner aux développeurs des moyens d'agir concrètement, ligne à ligne, pour pouvoir corriger. Donc, premier point dans ce projet, pour assurer la crédibilité de ce qu'on va mettre dans cet outil, c'est de mesurer les règles. Est-ce qu'une règle consomme moins qu'une autre? On passe d'une règle qui dit « dirty pattern, je consomme », à une règle qui est green pattern qui va dire moi je consomme moins et on va mesurer ce delta. Sur la performance bien sûr, parce que c'est important de garder la performance, mais bien sûr l'objectif principal c'est de travailler sur l'énergie et les ressources et de voir comment un pattern peut être moins consommant en ressources et en énergie. Et derrière il va falloir donner des outils, une interface web et puis aussi des outils au niveau du développeur pour qu'ils puissent agir en mode ligne à ligne, pour qu'ils puissent concrètement corriger leur code et agir sur le programme. C'est un projet collaboratif, nous sommes 4 partenaires, on va dire opérationnels, Qualitaire qui va donner les règles, Qualitaire qui va effectivement encadrer ce projet, mais on a bien sûr 3 partenaires qui sont très importants pour nous, puisque c'est grâce à eux qu'on va pouvoir mener ce projet. Tosea qui est une start-up bretonne, qui va nous apporter toute la partie, on va dire, détection de code. L'ICAM qui va nous mesurer, l'ICAM qui est à Nantes, qui va nous mesurer toute la partie donc, code, avant, après. Et Sigma qui va nous apporter sa contribution avec tous ces codes, puisqu'ils gèrent une grosse partie de l'informatique Leclerc aujourd'hui, et donc ils vont apporter leur expertise autour des langages de programmation, et bien sûr tout leur patrimoine applicatif. C'est aussi notre client interne. Nous avons bien sûr plusieurs partenaires au niveau de l'innovation, de la labellisation, et bien sûr du financement autour de ce projet. Ce projet Code Vert, effectivement, il va devenir un produit, puisque c'est bien son objectif, et ce produit devient Green Spector. Alors Green Spector, il va avoir plusieurs vocations. Il va apporter au chef de projet les moyens finalement d'avoir des métriques pour dire je décide de ce que je peux faire en éco-conception. Je suis capable d'orienter mes développeurs, de dire voilà, j'ai plein de choses à corriger, potentiellement j'ai une dette technique environnementale, comment je la corrige, comment j'agis.
Et il va pouvoir dire, j'ai aussi des moyens, donc je ne peux pas faire n'importe quoi, donc il y a une balance effectivement à respecter par rapport à ça. Voilà, j'ai 3 jours de développement à donner, qu'est-ce que je peux faire en 3 jours? Les criticités, les priorités, là où je peux gagner un maximum sur la performance, la mémoire ou l'énergie, avec quelles difficultés en rapport. Et bien sûr, derrière, il va pouvoir donner aux développeurs des moyens pour agir concrètement, puisqu'on va effectivement donner un outil qui va permettre de gérer la surconsommation au niveau ligne à ligne. C'est assez facile, vous rentrez un code source, vous appuyez sur un bouton et puis derrière la machine fait tout. Donc c'est relativement simple, vous allez comprendre la démo. Derrière, il y a bien sûr plusieurs outils. On est en mode SaaS, donc vous rentrez votre code en ligne. Et puis derrière, vous avez pour le développeur des outils qui s'intègrent complètement dans les outils aujourd'hui de son travail, Sonar, Eclipse. Voilà, je vais laisser Olivier. On a plusieurs langages derrière et je laisse Olivier vous faire présenter la démo. Donc, on va se mettre dans un cas concret d'une entreprise qui développe du logiciel. On a John, un manager, qui veut évaluer le niveau d'éco-conception de son application. Donc lui, il est manager, les outils de développement, il ne connaît pas trop, donc il va utiliser l'interface la plus adaptée de GreenSpector, qui est l'interface web. Donc une interface web simple, où il a demandé à ses développeurs, fournissez-moi votre code source, vous le zippez, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Donc dans l'interface, il va charger son code, ce code voilà. Ici, on a pris GIFRechart qui est un code existant open source. Il va charger le zip. Le zip va être envoyé sur le site, dézippé, analysé, supprimé pour des raisons de sécurité. Et derrière, on va créer des rapports. Donc, à côté, vous voyez tout son portefeuille applicatif. Il y a toutes ses applications à ce manager avec ses résultats. Donc, bon, l'audit continue. Là, on peut aller voir dans ce qui se passe dans une application. On voit qu'il y a un audit avec un nombre de lignes de code, un nombre de violations, donc 12 000 violations sur GIFRechart, et un temps de refactoring du code, avec des audits, des rapports PDF synthétisés et détaillés. Donc on va aller voir un rapport détaillé. Donc John, responsable, il voit un A, il dit c'est très bien, mes développeurs ont très bien travaillé. Par contre, on voit qu'il y a des indicateurs, 5%, il y a encore du gaspillage. On peut aller un peu plus loin. Et on a une synthèse sur ce qui se passe dans le code. Bon, les nombres de règles, lui, il ne comprend pas trop le Java, il sait que ce n'est pas juste une île, c'est une techno, mais bon, il va dire à ses développeurs, corrigez-moi les violations Java majeures. Donc là, on passe. Steven, développeur, lui, l'interface web, c'est pas son monde. Lui, il est plutôt sur des outils de développement. Il a une toolbox classique, Eclipse, un peu plus complexe, que son manager ne comprend pas trop. Donc, nous, on a intégré un plugin qui est dans Eclipse, donc dans l'environnement de développement classique d'un développeur. Et là, il va pouvoir lancer la même analyse. Donc, c'est toujours les mêmes règles. Il y a ces 250 règles, mais c'est sur son code source. Donc on va voir en haut toutes les règles, la même présentation que dans les PDF. Il peut les classer en fonction de la techno, et donc il va aller par criticité, il va aller chercher ce que son chef lui a dit un peu de travailler, les criticités majeures sur Java. Donc là on voit, il va les prendre une par une. Donc là c'est une violation, il va regarder par exemple, et il va voir que dans 2 fichiers, il y a la violation. Donc il va analyser un peu ce qui se passe dans le code. Et il va se dire là, ok, je corrige ça, je sauvegarde mon fichier, et automatiquement, on va voir la violation qui va disparaître. Et son chef qui sera content. Et il aura sauvé un peu l'environnement. Ok, voilà, c'est fini. Merci. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? John et Steven sont des personnages fictifs. Hein, est-ce que vous pouvez nous donner un détail d'un green anti-pattern et son équivalent green pattern? Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, vous avez votre navigateur, vous avez un script qui tourne, une pub ou un script dans votre site web ou votre application web. Si l'utilisateur minimise la fenêtre, généralement, vous allez laisser
continuer ce traitement alors que l'utilisateur n'a plus besoin de ce traitement. Un green pattern, c'est de simplement couper le traitement quand on détecte un changement d'utilisation. Ça, c'est un pattern applicable sur du Java, sur du web, qui est un pattern générique et que nous, on a instancié en Java et en web. Voilà, c'est très simple. Ça montre que l'éco-conception, c'est du bon sens. Alors, ça peut paraître pas innovant sur ce principe, mais vous écoutez des équipes, il n'y a aucune équipe qui n'applique ce pattern. Merci. Quelqu'un d'autre ? Oui, comme j'ai parlé de business au niveau de l'introduction, où est-ce que vous en êtes de la commercialisation de votre offre et comment est-ce que vous allez vous y prendre pour cela? Donc là, on est en fin de on finalise le projet Code Vert, puisque c'est un projet qui durait 2 ans, donc on arrive au terme du projet. Donc on a bien sûr anticipé la partie commercialisation. Aujourd'hui, dans cette première phase, on est dans une logique plutôt de conseil outillé. On veut se rendre compte un peu comment l'outil fonctionne. Donc on n'est pas dans la vente directe de la licence, puisqu'effectivement, c'est toute la difficulté, c'est que c'est un produit nouveau avec des concepts nouveaux autour. Donc notre objectif, c'est plutôt d'accompagner cet outil dans le cadre d'un conseil outillé. Donc on a signé plusieurs références aujourd'hui, donc qui sont très intéressantes au niveau local, mais également au niveau parisien, puisqu'on a un premier éditeur qui a signé avec nous sur un accompagnement avec cet outil. Aujourd'hui, ce qu'on envisage, surtout au niveau commercialisation, c'est d'aller très très vite au niveau international. Donc notre objectif, c'est une implantation donc française, bien sûr, sur le marché français, mais sur le marché aussi canadien, qu'on va attaquer à partir de l'année prochaine. Voilà. Super, merci. Merci beaucoup, et puis à plus tard pour les démos. Vous avez un stand tout à l'heure ? Vous pourrez nous retrouver sur le stand et on vous fera des démos.